Bien, je vous propose de démarrer tout doucement la séance. Armand et Frédéric vont nous rejoindre. J'excuse d'emblée Stéphane Vénère, qui nous rejoindra à nous parce qu'il a un poste de midi. Je crois qu'il nous l'a dit la semaine dernière lors de la réunion. Et j'excuse aussi André Sylvain, qui a des problèmes de santé, à qui on souhaite un prompt rétablissement et qui m'a donné procuration. Voilà, l'ordre du jour de ce conseil municipal, vous l'avez sous les yeux, je le rappelle brièvement. Le procès verbal de la séance 4 du 9. Sur le pôle médical, Carole nous fera un récapitulatif des aides obtenues et de la sollicitation qu'on veut faire auprès du FEDER Santé. L'aménagement d'un columbarium en un jardin du souvenir, un nouveau plan de financement vous sera proposé, on vous dira pourquoi après. La rénovation de l'éclairage public, c'est un peu la même chose, une nouvelle demande au titre du fonds vert. Frédéric nous parlera des zones d'accélération des énergies renouvelables, de la révision du périmètre des unités des abords du château sur proposition des bâtiments de France. Le point 7, la convention de partenariat pour le développement de l'agriculture publique, nouvelle convention identique d'ailleurs à la précédente, vous sera proposée, mais un renouvellement nous a été demandé. Et enfin, la sortie de l'inventaire des biens renouvelables, acquis avant le 1-1-2019. Voilà. Le point numéro 1, le procès verbal de la précédente séance. Je crois qu'il y a quelques séances avant. On fait passer le registre pendant comme ça. C'est toi qui prends la parole pour démarrer, mais on attend juste le passage. Comme ça, chacun pourra écouter 15 minutes. Il y a des feuilles, des post-it, ça signifie que ceux qui ont été absents à l'une ou l'autre des séances, enfin, Joël le rappellera tout à l'heure si c'est le cas. C'est vrai. T'étais pas là la fois là. Oui, non, Il y a pas signé tout à l'heure. Non, seules les personnes présentes signent la dernière séance et les autres pour d'autres absences éventuelles. Bien. Sur le pôle médical, juste avant que Carole prenne la parole, expliquer que le permis a été obtenu le 3 juillet, semble-t-il, cette année, mais que pendant l'instruction du dossier, on nous avait demandé une étude de zone humide et l'impact du bâtiment sur le terrain et sur la zone. Ça, c'était au mois de mai. En tous les cas, avant le phénomène du 17. Le phénomène du 17, le terrain a été un peu couvert d'eau. Quand le permis est obtenu, donc le terrain est acheté. Non, le terrain n'est pas acheté. Le permis était conditionné par un accord de l'agence de la police de l'eau. Ah, d'accord. Et donc, si on veut, pour finaliser l'acte, il faut qu'on ait tous les éléments, y compris ce dernier qui nous manque actuellement. D'ailleurs, vous avez été destinataire de 2 comptes rendus de réunions du 2 octobre, me semble-t-il, et d'une réunion qui a eu lieu la semaine dernière avec la police de l'eau. Vous avez remarqué qu'un certain nombre d'études d'impact ont été réalisées en lien avec le phénomène du 17 mai, me semble-t-il, pour être exact. Il y aurait encore une étude demandée, sollicitée, avec un impact plus important que celui qu'on a connu à cette date, de façon à ce que les services inondation de la DDT puissent émettre leur avis définitif et que la police de l'eau rende son compte rendu sur le dossier qu'on appelle loi sur l'eau. D'ailleurs, vous l'avez vu dans ce compte rendu, une prochaine réunion est programmée le 12 décembre prochain, une sorte de restitution, je
j'espère, finale en lien avec ce dossier. Marie-Noël, c'est un peu la conclusion qu'on avait pu comprendre lors de cette réunion, qui n'a que trop traîné, mais qui a été, comment dire, retardée, c'est un beau euphémisme, par ces éléments climatiques. Juste une ou deux questions sur le compte rendu, donc, si j'ai bien compris, donc au niveau des accès, le pont actuel sur lequel vous avez mis votre débarras entre guillemets, il va être supprimé, la buse et le pont. Ça va être remplacé, il y aura une passerelle piéton et un pont pour voiture. Oui, c'est ça. Oui. Il va être mis aux endroits prévus. Mais là, il n'y a pas de buse, c'est des ponts suspendus en fait. Absolument. Sur le passage piéton, le sera de séquence, c'est-à-dire qu'il prendra son appui sur les terres. En ce qui concerne le passage des véhicules, la police de l'eau impose un système de, entre guillemets, murs verticaux avec un tapis par-dessus qui sera... Murs verticaux. Oui. Ah oui, d'accord, oui. C'est en forme Je de crois que ça- cube inversé. Je crois que sur Oui, un compte rendu, ça y apparaît il y a- sous il y a- cette il y a forme. un truc. Alors, les conclusions sur l'enlèvement du bus dont tu fais état et l'aménagement en question ont prouvé que l'écoulement de l'eau se ferait dans de meilleures conditions. La quantité d'eau qui apparaissait sur le terrain a été estimée à 60 mètres cubes au moment du phénomène du 17 mai dernier. Le bâtiment n'était, quand on voit son implantation sur le dossier en question, n'était que faiblement impacté. D'ailleurs, notre bureau d'architecte l'avait prévu 66 cm au-dessus du niveau alors constaté. L'enlèvement de cette buse et finalement du ponceau un peu plus bas, puisqu'il sera remplacé par celui avec j'appelle ça, c'est le mouvement L, enfin, je ne sais trop comment l'expliquer autrement, devrait permettre une amélioration de l'écoulement. Et il est possible qu'il y ait moins de la moitié de l'eau constatée à l'époque sur le terrain, étant entendu qu'il sera surélevé. La seule question qui se pose finalement, c'est celle d'une éventuelle compensation. En clair, ça c'est la situation la pire que j'évoque et qui a été évoquée la semaine dernière, qui a été d'ailleurs évoquée avec Armand lors de la réunion de la commission élargie la semaine dernière, puisqu'il pourrait être impacté, voire même s'il peut y avoir d'autres solutions, les 30 mètres cubes d'eau, entre guillemets, restants, et il faudrait trouver un moyen de les récupérer. Un grattage, par exemple, de 5 cm, c'est ce qui avait été dit, sur un terrain voisin, pourrait permettre de les accueillir de façon à ne pas engorger non plus la partie basse. Le pont d'accès à ton terrain, normalement, il va rester avec les buses et tout ça, ça va rester. Là, je me retourne vers Francis, qui peut-être... Oui. Mais on ne risque pas de décaler le problème, parce que là, il y a des buses. À un moment, si ça sature... Alors l'étude va mener aux conclusions qu'il faut, et ça peut être effectivement une décompensation demandée. Ça peut être une décompensation demandée le 12 décembre prochain. L'étude complémentaire qui a été demandée par le service inondation de la DBT était de dire les précipitations ont lieu sur 10 à 12 heures le 17 mai. On veut que vous fassiez une simulation sur la même quantité de précipitations qui était considérée comme centenale, mais cette fois-ci sur une durée beaucoup plus courte, de façon à voir quel pourrait être l'impact et alors en tirer les conclusions qu'il faut. D'accord. Ce qui a eu pour effet évidemment de retarder l'appel d'offres au niveau des entreprises, mais je crois que c'est important de se couvrir aussi au travers de cette étude qui devenait nécessaire au travers de ce qu'on a vécu. Quand on parle de grattage, là c'est la noue d'infiltration, c'est pas autre chose. Alors, dans l'état actuel des choses, si on considère le phénomène du 17 mai, la noue qui se trouve au droit du terrain et qui a été dessinée. La noue, c'est une sorte de fossé. Oui, c'est un fossé, ça bien compris. Elle se trouve à l'arrière sur le terrain, au milieu du terrain actuellement. Au milieu du terrain actuel. Ouais. Voilà. Bon, c'est un fossé. Il a pour fonction quoi de faire un drainage ou de faire
Alors, Est-ce que ce fossé, après, est-ce que l'eau, elle est conduite ailleurs ou est-ce qu'elle reste là? Est-ce qu'elle non, s'applique elle est conduite dans le fossé existant Et après comment le bâtiment. En fait, elle va faire le tour, elle contourne le terrain. Mais donc le fossé, il n'est pas seulement sur l'arrière, il va venir jusqu'au ruisseau. Ouais, il fait le tour, quoi. Il le contourne. Et Ouais, sur le schéma, c'était pas marqué comme ça, mais bon, ça, peut-être. alors, si ça ne le fait pas sous cette forme-là, vous avez constaté aussi que le descriptif imposait une route drainante. Oui. Donc, différentes évacuations se font malgré tout dans le fossé, mais il y a une sorte de réservoir qui est naturellement créé en agissant de la sorte. Ce réservoir peut ne pas être suffisant. Les conclusions de l'étude de l'eau, avec le phénomène du 17 mai, en enlevant le ponceau, en créant cette boue et en rajoutant cette route drainante, les conclusions étaient très positives lors du rapport lors du rapport de la réunion de la semaine dernière. Mais une étude complémentaire a été imposée par les deux inspecteurs de la police de l'eau qui étaient présents. Cette chaussée, réservoir ou drainant, c'est à l'endroit où il y aura le parking, c'est ça? À partir de l'accès. Sur la gorge du bâtiment. Oui. À partir de l'accès, en fait, il s'agit de mettre simplement des cailloux en fond de forme, non pas du laitier compassé qui aurait pour effet de compacter l'ensemble et de ne pas laisser la possibilité à une sorte de réserve d'eau sous la chaussée. Maintenant, il faut attendre les conclusions de cette dernière étude. Alors, on a un peu fixé cette réunion du 12 décembre, ils n'étaient pas très... Je crois qu'il faut qu'on avance sur le dossier parce que l'architecte est dans les starting blocks pour lancer l'appel d'offres au niveau des entreprises. Et comme va vous le dire Carole dans un instant, bien qu'on ait déjà un certain montant de subvention, le suivant, celui issu de l'Europe, ne peut être obtenu ou sollicité qu'à partir du moment où les entreprises ont été retenues. Francis pense que au niveau des travaux, si on obtient les accords, enfin, si on valide le principe au mois de décembre, en janvier, on commencera en mars. Voilà, en gros, pour les délais. Je ne m'avance plus trop sur les délais parce qu'on était tellement persuadés que ça allait démarrer cette année. D'ailleurs, les fonds avaient déjà été prévus en budget en totalité. Bon, ça nous a permis, point positif entre guillemets, de savoir comment on allait être suivi par les services, que ce soit de l'État, de la région et du département. Et on va dire que dans la globalité, on n'a pas été déçus. Ça nous permet aussi de bien monter ce dossier sur l'Europe qui sera, si tout va bien, une belle cerise sur le gâteau. Je te laisse la parole pour le financement. Oui. Compte tenu des contraintes de ce qui va venir, on ne sait pas, on verra. Oui. Bon, je ne vais pas jeter un pavé dans la mare, mais est-ce qu'il ne faudrait pas se poser la question de la pertinence de ce projet à cet endroit-là? Parce que ça commence à s'accumuler, alors c'était difficilement prévisible, mais aujourd'hui le constat est quand même... C'est une excellente question. Mais c'est une excellente question. Ouais. Très bonne question. On se la pose. Les derniers mois ont été très difficiles ici en mairie, en lien avec les différents services, sauf qu'un plan B, on n'en avait pas à l'heure actuelle, et que cette autre solution, qui peut-être peut être envisagée s'il y en a une, elle fera en sorte que les coûts vont redémarrer à zéro. Oui, c'est-à-dire une étude. Il n'y a pas de contrat, mais les plans B, il y en a. On a débloqué d'ailleurs la maison, la mairie, qu'on a emmené des villages, ça ne fait pas plan B. Le terrain était un peu petit, puisque l'idée c'était de... Ah bon, il faut voir. Il faudra de toute façon, après coup, après les conclusions de l'étude qui vont être menées, effectivement, voir s'il y a d'autres possibilités et en discuter ensemble. Je suis d'accord. Mais je pense que si on, et Marie-Noël ne me contredira pas, si on veut avancer alors qu'on est très loin aujourd'hui, vous savez, le principe a été validé par l'ARS en 2022, je crois. Hein. Non, justement, il y a une étude qui a été faite en 2022, je ne sais pas par qui. Oui. Donc on a payé une étude obligatoire oui, pour déposer 9 000 euros de mémoire. Oui. Je ne crois pas que ces gens-là, ils auraient peut-être pu mettre le doigt là-dessus. On est d'accord. Je le regrette amèrement. Et en fait, c'est lors de l'instruction du dossier, c'est-à-dire courant mai, c'est vrai.
Et là, on a perdu du temps. On a perdu du temps, Ah, c'est mais plus ça, on a oui. perdu du temps, sauf que le phénomène du 17 mai n'était pas passé et que les accords auraient été tous donnés sans tenir compte de ce phénomène qui finalement s'est produit et qui nous mènera peut-être à prendre les bonnes décisions qui n'auraient pas forcément été prises sans la connaissance de la possibilité de cette inondation. Francis, dont je ne rappellerai pas là, je dis qu'il n'avait jamais vu ce phénomène sur le terrain en question. Et que donc, au final, je crois qu'il faut... On peut considérer que c'est une mauvaise chose et finalement, elle n'est peut-être pas si mauvaise que ça parce que ça nous oblige à prendre des précautions supplémentaires. Oui. Mais on est d'accord. Je crois qu'il faut laisser l'étude se terminer. On aura des services de l'État qui auront travaillé sur ce dossier. Je vais vous dire une chose, s'ils considèrent qu'il y a un risque, ils ne nous laisseront pas prendre le risque. On l'a bien compris. On l'a bien compris. Carole, je te laisse la parole pour la récapitulative des aides obtenues et la sollicitation du FEDER Santé, si tu veux bien. En parallèle donc, du volet technique, on a avancé également donc, sur le volet financier. On a validé, juste il y a un an, le 22 novembre 2023, on avait validé les différentes demandes de subvention concernant ce projet. En réponse, on a reçu des accords de subvention bien moindres que ceux qu'on avait demandés, puisqu'on demande toujours à hauteur de 80% le maximum que l'on puisse demander. Et en réponse, on est obligé de réactualiser un petit peu la dernière aide, comme on en parlait, qui nous reste, pour englober le delta de cette différence de ce que l'on a reçu. Donc sur la demande de subvention auprès du FEDER Santé, donc qui est le niveau européen des aides que l'on peut demander sur la maison médicale, je vous proposerai de réajuster et de voter en ce sens pour réajuster donc le taux initial demandé afin d'atteindre donc ces 80% subventionnables. Pour rappel, le montant global de notre pôle médical est de 1 774 263,40 €. Nous avons à ce jour obtenu 908 653 € de subvention. Ça se différencie en trois subventions. Donc, pour le département, dans le cadre d'Ambition Moselle, nous avons obtenu 280 000 €. À savoir que c'est sur ce volet-là que nous avions demandé 360 000 et qu'il y a le delta de 80 000 € qui vont changer. On a reçu 350 000 € de l'État et 275 000 € de la région Grand Est. Donc, pour ce faire, on va demander à la région Grand Est, dans le cadre du FEDER Santé, on va rehausser en fait notre demande préalable était de 23,92%, soit 424 410 € et 72 centimes. On va demander à peu près 5% de supplément. Et on va leur demander donc 28,79% de prise en charge, soit un total de 510 757,70 €. Donc, Monsieur le maire le disait, la chance qu'on ait encore la subvention européenne à demander parce qu'on n'est pas encore en mesure de donner les entreprises qui ont été choisies pour la réalisation du bâtiment. Donc, on attend ce prochain palier pour pouvoir lancer cette demande de subvention et auquel cas, donc, on sera juste sur la demande. À ce qu'on entend, la subvention européenne, ils sont généreux sur des projets qui sont d'utilité publique et importante comme ça. J'étais un peu sceptique au départ, mais je me suis Exactement, tout à fait. Je me rappelle des premiers sons de cloche. On avait vraiment peur, on ne savait pas où on allait mettre les pieds. Et vraiment, là, tous les feux sont ouverts pour qu'on obtienne le maximum. Et donc, on demande 5% supplémentaires avec vraiment
beaucoup d'espoir là-dessus. Pour Donc, revenir, je m'excuse de te couper. oui, je t'en Par prie. exemple, le projet landais, il faut tout recommencer à zéro. Il faut tout recommencer. Ça, je suis bien. Bon, on aurait juste le volet de l'agencement, du bâtiment, etc. Mais tout le reste et les demandes de subvention. Et on ne saurait pas quelle serait la générosité de tous les prestataires publics. On regarde ce qu'on dit dans la presse en ce moment. On peut c'est clair qu'on a une chance. craindre que les aides soient moins importantes à l'avenir qu'elles ne le sont, ou qu'elles ne l'étaient, ou qu'elles ne le sont encore maintenant. Voilà. Donc nous, d'où l'opportunité, on est vraiment à l'écoute de ce dernier volet donc, du choix des entreprises pour vraiment, on est dans les start catalogues, on a tout préparé pour que la subvention soit faite au plus vite et qu'on ait une réponse des plus généreuses. Voilà. Donc si quelqu'un a des questions sur ce nouveau plan de subvention et plan de... je suis à votre écoute, sinon on peut passer au vote. Les 1,7 million, c'est hors terrain. C'est juste pour le bâtiment. Le terrain n'est pas subventionnable. Non, mais ok, donc Ouais. pour avoir le budget global, 1,7 million, c'est juste sur les budgets subventionnables, entre guillemets. À ça, on rajoute d'autres frais qui feront qu'on va arriver au budget de 2 millions. Oui, enfin, inversement, pour répondre à cette remarque qui est pertinente aussi, inversement, on peut très bien avoir des coûts de matériaux moins élevés que ce qu'on pensait. En complément de cela, si on se réfère au dernier budget, on était parti sur des taux d'emprunt pour compenser les éventuelles carences en termes de subventions sur des taux d'intérêt qui avoisinaient les 4%. J'ai vu tout récemment qu'on pouvait aujourd'hui, sur 20 ou 25 ans, obtenir des taux de 1 point inférieur à ce qu'ils étaient à l'époque. Oui, en fait, aujourd'hui, la parfaite maîtrise à 5% près du projet, je ne l'ai pas. Mais ça, personne ne peut l'avoir, parce qu'un appel d'offres peut conclure à des prix plus intéressants de 5%. Si paradoxalement, on tombe dans une mauvaise période où les entreprises ont beaucoup de travail, ce qui ne me semble pas être le cas, je viens encore de dire sous peu que près de 200 000 emplois sont menacés dans différents domaines en France et sous peu, on peut obtenir des tarifs intéressants, on peut en obtenir de moins bons. Ça, c'est difficile aujourd'hui. Je crois que le bilan financier proche de la réalité se fera au moment où on aura réussi à faire l'appel d'offres. Toutes les demandes de subvention sont faites sur des estimations d'architectes. Des estimations. C'est important de le préciser sous cette forme. Alors, comme Carole, je te sens très positive, les astres te semblent habillés, je l'espère. Toujours est-il que les 80% qui pourraient être obtenus, en tous les cas qui sont sollicités sur 1,7 million, si d'aventure le projet devait passer, une bêtise, parce que le coût des matériaux a fortement augmenté, s'il devait passer 1 million ou 1,1 million, on serait encore subventionné, j'imagine. Je ne fais pas le calcul aussi vite dans ma tête, mais je veux dire, on serait subventionné entre 60 et 75%, ce qui serait quand même phénoménal par rapport à ce qu'on attendait au départ. Puisque. On était plutôt dans les 60%. Au niveau de la Concom, Madame Godard estimait au départ qu'on allait être entre 50 et 60%. On a déjà dépassé les 50 de l'estimation, on a déjà atteint, entre guillemets, sa supposition de l'époque. On a l'époque, votre cible, c'était déjà 80%. Ça a toujours été dans notre tête, et d'ailleurs, quand on parle comme ça, et quand on sait qu'on va être sur les années, on est toujours à 80%. Il ne s'agit pas de le dire vis-à-vis de nos administrés, mais il s'agit de le dire vis-à-vis des institutions, de façon à ce qu'elles sachent quelle est notre volonté, quels sont nos besoins, quelles sont éventuellement nos capacités, et qu'on a besoin d'elles pour aller jusqu'au bout. C'est pas un effet d'annonce politique, disons voilà, 80%, c'est pas le but. Le but, c'est de dire on a besoin de ça pour réaliser notre projet.
d'autant plus sur la partie verte, hors bâtiment. On est en train de voir de nouvelles peut-être directives avec Madame Godard, justement, que j'ai eu en ligne la semaine dernière, et il y aurait potentiellement d'autres pistes peut-être pour trouver d'autres subventions sur carrément sortir le projet extérieur hors bâtiment sur possibilité de trouver d'autres subventions. Tu ne dépasseras jamais les 80%. On ne dépassera jamais les 80%. Bien sûr que non. On reste dans la légalité. Voilà. Donc, si tout le monde veut donc qu'on établisse ce nouveau plan de financement, je demande à tous si quelqu'un est contre, si quelqu'un s'abstient. Alors, en vous remerciant de valider à l'unanimité ce premier plan. Je ne peux que y être très fort. Mais c'est clair. On peut passer sur le troisième point de l'ordre du jour sur l'aménagement d'un columbarium et d'un jardin du souvenir, où là aussi il faudra qu'on réactualise un nouveau plan de financement. Toujours pareil, hein, on fait les demandes à hauteur de 80% d'un potentiel financement, et en réponse, on reçoit des financements moindres. Donc là, nous avions sollicité le département à hauteur de 80%, donc uniquement le département, ce qui représentait 28 344 €. Le columbarium, en lui, le montant hors taxe des travaux en globalité est à 35 430 €, avec la partie paysager également incluse. Donc on avait demandé 80%. L'accord de financement s'est fixé seulement à 20%. Nous avons reçu la validation pour 7 000 €. Donc on a travaillé pour rechercher un autre financement éligible pour parer à cette différence. Et je vous demande si l'on peut solliciter donc la préfecture au titre de la DETR pour obtenir, donc là, eux, ils subventionnent entre 20 et 40% uniquement. Donc là, on va demander le taquet, c'est-à-dire 40%. Et donc, on va leur demander à hauteur de 14 172 €. Il restera à la charge de la commune 21 344 € TTC, attention, sachant que la TVA nous sera retournée, sera récupérée l'an prochain à hauteur de 7 086 €. Voilà. Donc, il restera cette partie à la commune. C'est le maximum que l'on puisse demander, c'est 40%. Donc je vous demande, si vous n'avez pas de questions, de valider cette prochaine demande et que le Conseil autorise Monsieur le maire à effectuer les demandes nécessaires afin d'obtenir cette nouvelle subvention et d'effectuer les diverses démarches. Si quelqu'un est contre ou s'abstient. Voilà, à l'unanimité, merci de votre vote. Et bien, je garde la main pour le quatrième point sur la rénovation de l'éclairage public. Sur l'éclairage public, nous avions sollicité également l'aide de l'État au titre de la DETR afin de financer donc l'opération qui nous restait sur l'éclairage public, c'est-à-dire de passer du sodium actuel au LED, la rue de Thionville et la rue Robert Schuman. Il y avait 63 points d'éclairage, 61 points d'éclairage à changer. Donc on a appris malheureusement que cette subvention n'est plus éligible pour cette année. Donc nous allons procéder à une nouvelle demande dans le cadre cette fois-ci du fonds vert. Et à ce moment-là, donc, je vous propose un nouveau plan de financement. On l'a établi comme suivant. Pour le montant des travaux, donc je rappelle qu'on était à 22 835,55 € hors taxe. On peut solliciter les fonds verts à hauteur de 20%, ce qui correspondrait à 4 567,11 €,
à savoir que nous avions déjà fait une demande de subvention auprès de la CCB 3F, qui, eux, nous accordaient également sur fonds verts 10% de la valeur des travaux hors taxes, à savoir que nous avons déjà donc sollicité 2 283,55 € auprès de la CCB 3F. Voilà. Avec cela, il restera la charge de la commune sur fonds propres, 20 552 € donc à régler. Pareil, à savoir qu'il y aura 15 984,49 € hors taxes à payer sur les fonds de la commune, sachant que les 4 567,11 € de TVA seront récupérés toujours en N+1 l'année suivante. Étant entendu aussi qu'on sollicitera en temps et en heure le CISREGIP qui intervient, et là on peut rajouter à hauteur de 5 000 € pour les communes qui n'ont encore pas sollicité ce Exactement, donc ça ce sera, on ne l'avait pas sollicité la première fois parce qu'on avait fait nos demandes à 80% maximum. Là, comme on n'a pas atteint le 80%, on pourra toujours... on n'est pas obligé de le mettre non, on n'est pas obligé de le mettre, effectivement, ce sera en plus. C'est d'ailleurs pas souhaitable. Ouais. En fait, la DETR ne nous a pas été accordée, on peut revenir dessus, parce qu'en fait, ils ont fait le calcul que le changement au LED va s'auto-financer avec, avec les amortissements de la consommation, de la baisse de consommation. Et ils ont estimé qu'en 4 ans et demi, on avait calculé que l'opération s'auto-finançait en 4 ans et demi. Donc c'est pour ça que la subvention a été moindre également. Donc on le savait. Restriction budgétaire commence. Mais voilà. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, on passe également au vote sur cette nouvelle demande de subvention. Qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde est d'accord, merci à vous. Je ne sais pas, Christian, si tu reprends la parole ou si c'est Frédéric. Je reprends la parole pour la céder. Voilà. à Frédéric, qui, avec sa double casquette, celle d'adjointe, celle de vice-président au niveau de la communauté de communes, celle de, d'ailleurs, toutes les casquettes, aussi de représentante de la commune au sein de la communauté de communes avec Lucien sur le PLI. Le tricorne. Va nous faire un compte rendu de ce qui a été dit le mois de décembre et voilà, puis la ce qui a semaine été dernière. redit la semaine dernière lors de la réunion de commission élargie. Oui, donc juste pour reparler un petit peu de la commission du mois de décembre 2023. Donc c'était une réunion de commission élargie où tous les conseillers municipaux étaient invités. Donc les membres de la commission donc, avaient été consultés pour faire le choix des différents types de projets d'énergie renouvelable que l'on souhaitait rendre possible sur notre commune. Alors pour rappel, nous avions porté notre choix sur le solaire photovoltaïque au sol en dehors des zones forestières ou sur toiture, le solaire thermique sur toiture, la géothermie de surface, la géothermie profonde, le réseau de chaleur et les bois énergie. Par contre, je ne sais pas si vous vous rappelez, on ne voulait pas établir de cartographie spécifique parce qu'on ne voulait pas mettre un frein en fait à des potentiels projets sur le territoire. Sauf que la préfecture a exigé une cartographie et exigé une délibération au conseil municipal. Donc cette fameuse délibération devait être au point à l'ordre du jour lors du dernier conseil municipal et je l'avais repoussé, je ne sais pas si vous vous en rappelez, parce qu'entre-temps nous avons eu des éléments complémentaires qui nous ont quand même permis de réfléchir un petit peu et de réviser un petit peu notre point de vue. Et donc ça a été abordé lors du dernier conseil, lors de la dernière commission. Alors c'était surtout par rapport à un phénomène qui a eu lieu en Alsace. Alors bien sûr c'est pas chez nous, mais ça m'a quand même permis de réfléchir un tout petit peu aux conséquences que ça peut avoir sur notre commune en ce qui concerne la géothermie profonde. Alors la géothermie profonde, dans l'absolu, effectivement, pour une maison individuelle, ça ne pose pas de très grands problèmes. Bon, j'ai fait des petites recherches, ça ne pose pas de très grands problèmes. Mais si on autorise une géothermie de manière générale sur le territoire, ça veut dire que même un industriel pourrait venir s'installer chez nous. Et là, j'ai fait donc quelques recherches en Alsace, effectivement, c'est un industriel qui s'appelle Fonroche,
c'est le leader industriel français dans tout ce qui est énergie renouvelable, qui a fait donc des travaux en Alsace. Les 3 projets de centrales géothermiques ont été lancés à partir de 2018, avec l'objectif donc de chauffer l'équivalent de 23 000 habitations et produire une consommation électrique équivalente à 50 000 logements, ce qui sur le papier était très bien. Sauf que lorsqu'ils ont fait donc leurs travaux pour voir faire les travaux en profondeur, ils ont fait circuler des fluides dans des fractures de sous-sol. Et donc ils se sont rendus compte que si on augmentait trop la pression au mauvais endroit, le risque est de faire bouger des failles et de provoquer la sismicité. C'est ce qui s'est passé en Alsace. Donc il y a eu des séismes qui ont provoqué la fermeture de ces fameuses usines en fait, qui produisaient centrales. Et ça a eu des dégâts assez conséquents sur les maisons. Donc je pense que c'était quand même important de réfléchir à ça. Si un industriel venait s'installer chez nous, si on acceptait, il pourrait tout à fait venir faire quelque chose chez nous. On avait quand même ce risque-là. Et c'est la raison pour laquelle on n'avait pas tous les éléments d'information, on venait juste pour évoquer la veille ou l'avant-veille avec une personne de la Comcom ce risque que tu avais rapporté à cette séance. Voilà. C'était quand même judicieux quand même de réfléchir à nouveau effectivement sur la situation. L'autre élément aussi qu'on a vu dans le rapport de commission justement de la réunion de la semaine dernière, on a aussi vu que les 2 éléments comme le bois énergie et les réseaux de chaleur en fait ne sont pas, et le réseau de chaleur c'est pas une énergie renouvelable en elle-même, voilà, et que le bois énergie, les réserves de bois étant effectivement limitées malgré tout, on a préféré effectivement ne pas l'utiliser. Donc reste les élus présents ont donc fait un autre choix, différent je dirais. Donc ce serait donc du solaire photovoltaïque au sol et sur toiture en dehors des zones forestières, le solaire thermique sur toiture, la géothermie de surface et enfin la géothermie profonde pour les maisons individuelles uniquement. Et donc on a proposé du coup une carte que vous avez reçue normalement dans le document, voilà. Alors je ne sais pas si vous pouvez le voir, on exclut tout ce qui est zone forestière. Oui. Donc on exclut la géothermie verticale pour les industriels, oui. On autorise aux particuliers. Oui. Qu'est-ce qui empêchera un particulier de faire la même chose qu'un industriel Si on ne met pas de restriction et si on ne met pas de contrainte, le particulier il peut faire autant de dégâts que l'industriel. Si on ne dit pas il ne faut pas dépasser tant, je ne sais pas, il ne faut pas les contraintes. Et si on laisse ouvert. L'industriel pourrait faire éventuellement des forages un peu partout sur le territoire, si on a cette opportunité, tandis que le particulier, elle a bien ajouté sur le document, il est écrit uniquement pour maison individuelle. Donc le travail qui sera fait ne desservira que la maison individuelle. Voilà. Et si oui, mais si, alors, la profondeur, tu as vu qu'elle était bien moindre. Hein. Oui, pour les maisons. Oui. Non, mais est-ce que c'est. Alors, c'est la question, est-ce que c'est marqué? Est-ce qu'il y a une profondeur limite ou est-ce qu'il fait ce qu'il veut? Parce que s'il fait ce qu'il veut, il peut faire autant de dégâts. On peut mettre une profondeur. Je sais pas. Moi, techniquement, je ne sais pas ce que ça implique. Plus profond tu vas, plus c'est cher, c'est ça? Alors, ça, c'est une première remarque. Alors, la géothermie profonde est une source d'énergie renouvelable qui exploite. Elle utilise des pompes à chaleur qui extraient de la chaleur du sol, généralement à plus de 100 mètres de profondeur. Pour chauffer notre maison. Mais un particulier n'ira pas à 100 mètres. Voilà. Mais on peut très bien. Oui, on suppose ça. Je suis d'accord, on suppose, mais s'il le fait, on a. Ça va coûter très cher. C'est ça. Voilà, oui, je veux dire, en le faisant, il peut quand même avoir un impact sur les maisons qui sont par d'autres de la Seine, quoi. Parce que si tu crées des crevasses, des trucs, tu auras quand même des glissements de terrain, des machins. J'ai demandé lors de la réunion, enfin c'était plusieurs personnes avaient souhaité que ce soit. Certaines personnes apparemment étaient intéressées. Dans la réunion, on en a parlé, certaines personnes auraient été intéressées par la géothermie profonde. Ou par des amis. Non, mais je ne dis pas qu'il faut l'interdire, mais je pense qu'il faut l'encadrer. Il faut l'encadrer par une profondeur. Voilà, on va avoir des contraintes techniques, pas que ce soit ouvert. Sans fracturation de roche, par exemple. Je ne sais pas, peut-être. On peut le préciser, on peut rajouter. Géothermie profonde sans fracturation de roche. Je pense que là, ça limite très bien les choses. Alors, elle est plus efficace, paraît-il. Moi, je ne me suis pas trop renseigné, mais j'écoute un peu ce qui se raconte. La géothermie verticale est plus efficace, puisqu'on va chercher de la chaleur, que celle de surface qui remue tout le terrain. J'ai vu quelqu'un le faire route de Metz,
C'était l'enseignement en face de la gare. Non, il n'a pas fait horizontal. Si, il l'a fait Je horizontal. crois que l'horizontal, le captage horizontal pour l'installation, c'est moins profond, c'est de 0,6 à 1,3 mètres. Je souhaite qu'on rajoute effectivement sans fracturation de roche. Ouais, c'est marqué. C'est parfait. Bon, je pense que c'est important de le rajouter et ça évite. De toute façon, je pense que dans le cadre-là, les demandes sont faites en étude. Par contre, effectivement, c'est aussi important. C'est-à-dire que ces zones qu'on a donc délimitées, ce ne sont pas des zones exclusives. Ce qui veut dire que d'autres projets, malgré tout, si maintenant, demain, par exemple, une entreprise comme Fonroche veut venir s'installer chez nous, elle a tout à fait le droit de faire la demande. Oui. Ils pourront être autorisés en dehors, mais dans ce cas, donc, il sera nécessaire de prévoir un comité de projet afin de garantir la bonne inclusion de la commune d'implantation, les communes limitrophes, de la conception du projet, au plus tôt et en continu. Autant dire que ça va être très compliqué en fait. Oui. En gros, rien n'est interdit, mais ce sera vraiment fortement réduit au niveau des autorisations. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même assez bien. Et on avait aussi interdit tout ce qui était méthanisation, par contre, et éolien. Voilà, ça c'était surtout interdit. Mais encore, malgré tout, les entreprises peuvent très bien venir proposer un projet qui sera bien sûr refusé. Voilà. La cartographie, donc c'est bien celle-ci. Alors, vous avez pu remarquer, dans ce sens-là, ce sera mieux. Donc, on a vraiment laissé tout le pan de la commune de Fnestroff hors dehors des zones de foire. Voilà. Donc, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Tout le monde l'a eu normalement. Ça sera noté dans la voilà. législation. Donc, après, il n'est pas question de raser de la forêt pour mettre. Tout à fait. Tout à fait. Le photovoltaïque, par exemple. Voilà. Donc voilà, à savoir donc si aujourd'hui vous êtes en accord avec ce qui a été décidé, qui a été proposé lors de la réunion de commission de la semaine dernière. Est-ce qu'il y a des questions à vous poser? Non, pas de questions. Donc je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Oui, tu gardes la parole pour le point suivant, puisqu'il sera encadré, donc il sera mis dans le PLUI, c'est plutôt une bonne. Mais personnellement, ce qui arrive maintenant, il n'est pas une mauvaise nouvelle. N'est-ce pas? Oui, effectivement, dans le cadre de la création du PLUI, ça a donné l'occasion aux ABF de se rendre effectivement sur notre village et de redéfinir, de redélimiter les nouvelles, un nouveau périmètre des abords du château. Bon, pour ceux qui ont eu la carte sous les yeux, on voit très bien effectivement les modifications. Donc vous aviez dans tout ce qui était dans le cercle rouge, c'était les anciens périmètres, et aujourd'hui donc tout ce qui est orange, c'est le nouveau périmètre. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont choisi un petit peu cette zone-là? C'est parce qu'il y a une cohérence au niveau des lieux, il y a une forte identité architecturale. Pour ceux qui connaissent un petit peu la rue, vous avez la brasserie, l'abbaye, la maison jaune, qui fait juste l'angle entre la rue de Metz et la rue Robert Schumann, qui sont quand même assez typiques, je dirais architecturalement parlant. Voilà. Donc ça s'est délimité effectivement à cette zone-ci. Sauf que, et on s'est rendu compte de ça, c'est qu'à l'arrière de la brasserie, pour ceux qui connaissent un tout petit peu, il y a un très grand terrain qui donne aussi sur une d'Archimie. Et on s'était dit que ce n'était pas forcément nécessaire d'intégrer cette section, donc c'est section 3 parcelle 35, qui fait à peu près 1 hectare 93 A, dans le nouveau périmètre. Parce qu'il n'y a pas de co-visibilité par rapport au château. Et puis elle démarre après le porche de l'ancienne brasserie. Voilà, tout à fait. J'ai pas tout compris. Donc, dans le nouveau périmètre, il y aura la rue du château dans son intégralité. Oui. Celle qui va jusqu'à la après, on saute jusqu'à la brasserie. Comment on passe Non, c'est toute la zone là. C'est l'abbaye. Elle passe. Effectivement, après, on traverse la. Donc, le café qui est en face, oui, il y est. Oui. Parce qu'il n'y était pas. Oui. L'abbaye sera. Non, mais avant, le café, il n'y était pas, parce que 500 mètres, c'était la limite de la route. Ouais. Donc, lui, c'est une mauvaise pioche. En fait, comment dire, c'est comme dans le commerce. On dit souvent pour recevoir, il faut savoir donner. C'est l'image qui est utilisée ici, en ce sens qu'ils ont fait un calcul. Ils abandonneraient, entre guillemets, 71 hectares
de terrain est jusqu'à présent dans le périmètre, et il ne va pas reprendre. C'est affectif, leur terrain, ils ont besoin de temps de terrain ou quoi? Alors, je termine juste. Ils avaient, oui, on les a rencontrés à plusieurs reprises, ces gens-là. On sait comment ils fonctionnent. Donc, ils cèdent. Non, c'est pas Christian Schwarz, le maire, qui dit sa volonté. J'explique juste comment ils ont fonctionné. Ils ont cédé 71 ou 72 hectares et ils en ont repris ou rajouté en gros la moitié, c'est-à-dire 35 ou 36. Et justifie comment Ah oui, j'ai pas d'explication, je te dis juste ce que j'ai pas d'explication. Avant la règle, donc la règle des 500 mètres, elle s'applique plus nulle part. Elle s'appliquera. Elle s'appliquera, oui, elle s'applique. Pourquoi elle s'appliquera? Quand ce sera. Oui, voilà. Donc, tout le monde, il n'y aura plus de règle des 500 mètres. Dans l'état actuel des choses, c'est toujours le cas, jusqu'à officialisation de ce document dans le cadre du PLU. D'accord. Donc, ça veut dire qu'ici, ça va changer quand? Une fois qu'on prend notre décision, nous, c'est... Non, on change là ou... Frédéric va peut-être le rajouter, je lui cède la parole, oui. Elle va rajouter. Ah ben dans le cadre du PLU, il y aura forcément une enquête publique qui sera menée. Et donc pendant l'enquête publique, après chacun pourra venir faire sa remarque. Donc d'ici là, ça reste c'est la règle actuelle qui s'applique. Oui. Donc c'est pas ce soir que la règle va changer. Non, après, c'est pas la vie. Non, pas du tout. Et qu'est-ce que ça va impliquer en fait pour les gens? Ah, mais il y a des obligations. je pense que Ça va jamais été dans libérer un beaucoup de gens. périmètre. Ça va Ceux qui ont des cheveux gris. Dans le périmètre de l'église, oui, il y a des modifications, etc. Mais ce qui est déjà fait est fait. Ils n'auront pas besoin de refaire d'autres choses. Ah, mais non, ils auront davantage de liberté. Ceux qui ont des cheveux gris vont les garder, ceux qui n'en ont pas n'en auront pas. Davantage de liberté ou davantage de contraintes? Alors, ceux qui intègrent le périmètre auront davantage de contraintes, mais ceux qui en sont libérés, ils sortent un peu, ils sortent pas de prison, mais comment dire, ils n'auront plus le bracelet électronique au bras. Ça veut dire que chaque modification que tu vas devoir faire, il va falloir qu'elle s'intègre à l'architecture de ce. Il va passer par les ABF en fait, qui eux vont nous dire. Ce qui est déjà le cas à l'heure actuelle. Ce qui est déjà le cas rue de Metz, actuellement. La rue de la Forêt aussi, rue de la Forêt d'ailleurs, le lotissement qui a été construit en son temps jusqu'à chez Paul Krasnuk était concerné par le périmètre. Alors qu'il était en dehors du périmètre, mais il était dans le terrain d'assises d'origine. Je crois que ça s'arrêtait juste chez Arnoux, rue de la Forêt par exemple. Tous les gens concernés, route de Metz, de côté gauche, en venant de Metz de la voie ferrée, ils seront heureux parce que les contraintes, ils les ont subies en termes de couleur de tuiles, en termes de volets, de portes, enfin ils sont allés jusqu'aux portes de cochère, ils sont allés en fonction de l'ABF qui se trouvait sur le secteur, il y avait des contraintes inimaginables. Inimaginable. On peut estimer à quelle date, ce sera. 2025, ce sera bien, ce sera plutôt automne, rentrée 2025, septembre 2025. Dans un an. Ouais. Ils sont un peu modifiés, ceux qui s'occupent des bâtiments de France, là, ou ils sont toujours aussi rigides? Ils sont psychorigides. Psychorigides. Même par rapport aux énergies renouvelables et tout bits. Alors, aux énergies renouvelables, je crois qu'ils imposaient, alors je crois qu'ils imposaient, par exemple, si tu voulais mettre du photovoltaïque, qu'il soit intégré à la toiture et non pas posé au-dessus de la toiture. Ce qui générait des coûts évidemment supplémentaires. Donc il y a intégré qui venait à ras de. Ça, c'est un des exemples que je peux te donner. Pour le reste, c'est très compliqué, ils m'ont lancé quelque chose. Je dirais que c'est un peu cohérent quand même, parce qu'on a quand même sous cette bande, on a quand même des monuments quand même assez exceptionnels en termes d'architecture quand même par chez nous. La brasserie, l'ancienne brasserie, les fameux bâtiments comme dit, au croisement entre la rue de Metz et la rue de Robert Schumann qui est très beau, l'abbaye. C'est quand même des monuments qui sont assez marquants, qui créent une sorte de cohérence architecturale. Par exemple, à Nancy, un mini-mélo d'architecture, je veux dire, t'as pas
Mais à Bouzonville, par pareil, contre, quoi. à Bouzonville, il y a les problèmes. Hein. Oui, Du Bouzonville, il y a la fait de Bastiale, l'abbatiale, Ouais. ça va jusqu'au café Linden. Hein. J'ai entendu dire que On y est quelqu'un dedans, voulait mais le pas rénover, obligé. mais c'est inimaginable les Je contraintes. crains ça. Je sais. Et Il ça, y en a qui font quand même fi de tout ça. Hein. Moi, je sais que quand j'ai fait refaire le mur de la maison de papa, devant le portail, etc., ah ben, j'avais pas le droit à dépasser une certaine hauteur. Et plus tard, t'en as un qui a construit, hein, il s'est fait des murs de, je sais pas combien de mètres, au moins 3-4 mètres de haut, quoi. Après, sur dénonciation, Ça bouffe il un arrive peu, parfois quoi. qu'ils T'as débarquent pas et besoin de qu'ils... dénoncer, tu passes devant, tu les vois. Non, hein. mais ce que je veux dire, c'est eux, les architectes en chef. Moi, j'ai eu un problème, on a eu un problème il y a une quinzaine d'années, de Metz. Apparemment, c'était sur dénonciation que quelqu'un les bâtiments de France sont venus sur place, mais ça n'a pas été facile de gérer la situation. Hein. Donc, la personne en question a de la chance. Hein. C'est qu'elle a de bons voisins. Oui. Celui-là, oui. Mais tu te rappelles, c'était Madame Lavillerex à l'époque. Ça a été très, très, très compliqué. Ça va être comme un bout de bois, tu peux dire. Donc dans le nouveau périmètre, il y a la brasserie, Oui, l'abbaye, le le café, café. et la maison qui est à côté, il y a une grange, il y a une maison avant d'arriver sur le pont, là, à droite. Oui. Il y a aussi, Oui. il y a une dans le site. Bah oui, sur le plan, vous La l'avez, maison, hein. non. Le plan, vous l'avez, On a- qui était joint à La maison de l'Allemand et l'ancienne quincaillerie est dedans. L'ancienne quincaillerie, en fait, ils traversent la chaussée Ouais, j'ai pas regardé. en ligne droite et ils reprennent l'ensemble du bâtiment. Le Non, seul- mais ça, ça c'est ce qu'ils proposent, mais là, Voilà, c'est ça. le terrain qui La est carte, derrière elle est là, la... en fait. Oui, le périmètre, c'était celui-ci, donc c'était le périmètre avant, Ouais. c'était celui de l'ancien, et là, ça a été mis tout le long. Ouais. Et vers la rue d'Archigny, alors, vous demandez à ce que Bah, on va demander, je pense. Oui, il y a juste ici, parce que la partie là, c'est la partie qui est vraiment la plus éloignée par rapport du. Voilà, et puis ce sont, si vous voulez, c'est juste derrière le porche de la brasserie. Visuellement, il n'y a pas. L'explication qui nous a été donnée, je me permets, c'est qu'ils se sont rendus compte que c'était le même propriétaire, C'est Madame ça. Garavi. Voilà. Et en fait, Garavi, bon, puis ils ont pris l'ensemble. Mais nous, on regarde, enfin, moi quand j'ai vu ça, ça m'a un peu percuté. Je me suis dit, maintenant, si jamais il y a un projet, je ne vois pas ce que les gens qui vont construire en bas de la rue d'Archigny auraient à faire avec le château. Et on s'est rendu compte que c'était la section 3, parcelle 35 d'un hectare, qui démarrait après le porche de l'ancienne brasserie, qui allait jusqu'à la rue d'Archigny. Et que ce n'était pas logique de laisser cette parcelle intégrée dans le périmètre du château. Et c'est pour ça Elle n'est qu'on- même pas visible de là. Mais non, elle n'est même pas visible de la route. Et lors de la réunion de la semaine dernière, on s'est dit, bon, on ne pourra pas refaire le monde par rapport à cette proposition-là, mais sortir ces 1 hectare et quelques, on n'est pas obligé de valider tout ce qu'on nous impose au niveau des ABF, quoi. Ah, c'est pas trop logique qu'ils s'est rajouté. Mais on la voit bien quand on agrandit, effectivement, que la parcelle démarre. Il n'y a pas un bout de la rue de Metz, quand même, là, de l'autre côté? Ça traverse. Là, j'ai un peu de mal. On dirait. La maison Colbus, ou je ne sais plus comment on dit. Anciennement Colbus, elle est énorme. Oui, oui. Ah, ouais. Alors qu'avant, il n'était pas. Ce qui était peut-être une incohérence par rapport à. Et la maison Édinger, elle est dans aussi, là. Ben, elle était déjà. Ah oui, peut-être que c'était dans le sens de Si elle était, mais on est âgé. Lorsqu'il a mis sa véranda, on a dû l'envoyer au bâtiment. À partir du moment où le début du terrain, il y a l'ensemble du terrain. Bon, c'est eux qui nous ont proposé ces choses-là. Bah, en fait, Ils nous donnent le terrain qu'ils veulent bien nous donner, mais sans agrandir le reste. oui. C'est tout ce qu'on leur demande. Mais ça, on n'y arrivera pas. Ça, on n'y arrivera pas. Et je ne voudrais pas qu'ils. Alors, ils se. Enfin, bon, je donne mon point de vue. Là. Ce sont des administrations, on sait comment ils fonctionnent, il ne faut pas les braquer non plus. Et il ne faudrait pas qu'à un moment donné, bon, bah écoutez, si on ne tombe pas d'accord, on garde la situation existante. Et là, c'est ça. Je te regarde,
regarder plusieurs, je crois qu'il y a une forme de satisfaction, entre guillemets, par rapport à cette nouvelle. Ouais, parce que je pense vraiment qu'ils se sont vraiment attachés au côté architectural. Mais tu enlèves, je sais pas, combien il y a de maisons d'habitation qui ne seraient plus concernées. Tu en rajoutes 4 ou 5, mais tu en enlèves une quarantaine. Au bas mot. Non? Oui, c'est possible. Mais bon, ceux qui vont y être et qui n'étaient pas, ils vont être contents. Ben, il y aura l'enquête publique qui leur permettra la validation. Ce soir, c'est une validation. Mais les gens, c'est l'information qu'ils peuvent faire passer. Elle sera passée par la Comcom en temps et en heure, comme l'a été le PLUI les dernières semaines. Il y a des gens qui sont venus. Ah, mais ce sont quand même les gens, les habitants qui vont pouvoir donner leur opinion. Ah oui. Bah là, par exemple, sur la proposition qui a été faite dans le cadre du PLUI, il y a des gens qui sont venus ici et ils ont trouvé un terrain d'entente pour satisfaire dans la mesure des capacités. Je crois que c'est ça l'intérêt aussi, c'est que les choses ne sont pas figées, on ne peut pas tout décider ici non plus. Nous, on va donner un avis. Je crois que d'ailleurs, je ne connais pas la formulation de la délibération. Alors, la formulation, c'est donc après en avoir délibéré, le conseil municipal soit décide d'approuver le périmètre délimité des abords du château Saint-Sixte, soit d'approuver partiellement le périmètre délimité des abords du château Saint-Sixte. Sauf, voilà. On garde le château. Voilà. Donc voilà. Donc, on est tous d'accord pour dire, donc après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d'approuver partiellement le périmètre délimité des abords du château Saint-Sixte. Pardon? Et à l'époque du château, c'est quoi des toitures? Mais c'est vrai que forcément, dans toute commune où vous avez des bâtiments qui appartiennent au monument de France, c'est compliqué. Enfin, même à Metz, oui, tout est compliqué. En fait, le simple monument, je me rappelle, lors de mon premier mandat, c'était il y a quelques décennies maintenant. Je crois que quelqu'un avait demandé à ce qu'on place le monument historique, la croix qui était quadricentenaire à Guichin. Et donc ça aurait généré. Alors, ça aurait généré. Waouh, c'était ça. Là, il suffit quand il y a une croix entre ou un calvaire ou autre, et tu as le village qui est quadrillé, si tu ne fais plus marche arrière à partir du moment où un monument est classé historique, il génère des contraintes et des soucis. Et à l'époque, on avait refusé. C'est clair que un classement permet d'obtenir des subventions importantes et donc une réhabilitation plus rapide, mais génère des contraintes horribles. D'ailleurs, il a été classé dans les années 90 à peu près, ce château. Ils ont acheté en 86. Avant 90. Ils ont acheté en 86 de mémoire. En 86, c'était. Moi, j'avais déjà des contraintes. Tu avais déjà les contraintes? Donc il était déjà classé. C'était l'escalier, ou je sais pas quoi, c'était pas. Il y a une partie, je pense que c'était l'escalier. L'escalier Renaissance. Mais là. On n'est pas tous les avec une tour, c'était déjà. Oui, mais bien que cette tour-là, elle imposait déjà les contraintes et le périmètre en question. Et quand une fois tu as un petit banc, quand les trucs sont entièrement refaits, là, tes monuments et tout ça, tu ne peux pas sortir de ce truc-là ou tu es classé à vie? Est-ce que ce sera refait entièrement? Je parle pas du château, je parle en général. Est-ce que tu peux en sortir? Tu ne peux plus. Quand on voit le mal qu'on a, nous on s'est bataillé par rapport à ça, et là, je pense que les Katia le confirmeront, on a eu des soucis dans les années 2013-2014. Waouh, mais qu'est-ce qu'ils sont rigides, hein, et c'est pas une réunion, c'est pas une rencontre, c'est le sous-préfet qui passe sur place, c'est horrible, hein, et encore, il a fallu arriver à une solution. C'est très compliqué. Je suis content pour les
qui en sortent. C'est vrai que bon, on a quelques-uns qui rentrent, pas beaucoup. Certains d'entre eux, ça ne me dérange absolument pas. Pour d'autres. Il y en a qui ont déjà fait des rénovations qui sont pas mal du tout. Hein. Ouais. Ceux qui sont Sauf que les bâtiments de France, par exemple, sont venus devant le portail kitsch de l'abbaye en bas. Et s'ils avaient été dans le périmètre, ils n'auraient jamais laissé faire sur cette Et forme. là, ils vont y être. Ils vont y être. Ils ont faire quoi, mais ils ils vont ont fait faire aussi quoi, des les réhabilitations. L'existant restera, quoi. Ah oui, tu reviens pas sur l'existence, c'est ça ta question. Ouais, mais ça sera au moins, ils vont aller voir, ça va modifier. Ah non, mais par contre, s'ils font des travaux, ils sont obligés de les déclarer, de suivre les prescriptions de l'architecte en chef. Comme tu dis, il peut être des fois pas plus mal quand même, parce qu'on a fait des beaux bâtiments quand même sur le village. C'est des fois dommage si on passe par le temps des gens. Celui-là, il avait été un peu dénaturé Ouais. et les travaux avaient été réalisés sans autorisation d'urbanisme. C'est la raison pour laquelle on était aussi allé Francis avec un sous-préfet là-haut sur place. Et on avait tenté, mais c'était un peu tard, de remettre de l'ordre là-dedans. Parce qu'on ne peut pas laisser tout faire non plus. Voilà. Donc voilà, d'autres questions éventuellement. Donc je passe au vote. Donc, qui est pour ce que j'ai dit avant qui s'oppose, pardon. Qui s'abstient? Je vous remercie. Partiellement. Oui, partiellement, oui, partiellement. Oui, c'est partiellement. Oui, c'est partiellement. Ouais, mais malheureusement, là, ça, on n'a pas d'autre choix comme question. De toute façon, on n'a pas d'autre choix. Et si on les braque, non, c'est quelque chose. Ouais. Convention de partenariat, tu as la parole en tant que en charge des associations aussi, puisque là il s'agit de la bibliothèque. Voilà, donc c'est une convention avec le département. Donc le développement de la lecture publique, en l'occurrence aussi, en l'occurrence ici, donc c'est ce qui concerne la bibliothèque municipale. Donc c'est une convention qui est renouvelable chaque année par tacite reconduction. Et comme elle date de 2017, en effet, le département souhaite donc qu'on y joigne une délibération plus récente. Alors pour ceux qui veulent la lire, la délibération elle est un petit peu longue, hein, mais donc elle engage la commune à différents niveaux. Pendant que je vais reprendre la gratuité de l'inscription pour les enfants, enfin pour les personnes de moins de 18 ans, le nombre d'heures d'ouverture minimum soit de 6 heures par semaine. Et ça, on l'avait vu justement, ce qui est intéressant, c'est que c'est ouvert, parce que les écoles en plus de Francfort profitent de la bibliothèque. D'ailleurs, les périscolaires aussi ont fait la demande pour y accéder le vendredi en bibliothèque, ça peut être intéressant. Ensuite, donc, le budget d'acquisition minimum d'€1 par habitant, toute autre dépense vient en complément, tout ce qui est budget en faveur de l'animation, de l'équipement mobilier, numérique, etc. Et en contrepartie, effectivement, le département s'engage à tout un tas de choses, comme apporter son soutien à son aide financière, apporter son aide technique, soutenir l'acquisition de mobilier, etc. Voilà. Donc on est fait obligé de signer cette convention. Donc voilà, je dis elle est renouvelable chaque année, sauf que cette fois-ci, comme la dernière délibération datait de 2017, ils ont estimé qu'elle était un petit peu trop obsolète. Et donc il faut qu'on en refasse une nouvelle. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions à poser par rapport à ça? Non, pas de questions. Voilà. Simplement qu'à chaque fois qu'on veut quelque chose, il faut toujours donner quelque chose. On a vraiment l'impression d'être un hameçon au bout d'une c'est un partenariat. En fait, les conventions, en fait, c'est toujours des partenariats. Quand on avait fait la convention avec le château, par exemple, c'est des partenariats où c'est donnant-donnant. On veut bien donner, mais en contrepartie, voilà. Et c'est pareil, donc le département veut bien donner, mais en contrepartie, il faut que nous aussi, on respecte certaines règles. Ce qui peut être normal quand même. Pour justifier les aides, en fait. Voilà. Oui, ça s'appelle toujours la bibliothèque départementale avec laquelle on travaille. Tout à fait. Qui fournit un certain nombre de livres dans le cadre d'exploitation très régulière. Oui. Et actuellement, donc on va chercher ça au niveau lecture, au niveau change. Voilà. Donc voilà. C'est comme ça. Et puis dans 2 ans, la délibération, dans 3 ans, la délibération sur le tapis. Là, 2017, donc on a estimé 7 ans, donc ça a quand même été reconduit pendant 7 ans. Donc voilà, il y a quand même là. On va estimer que c'est long. Voilà. Donc pas d'autres questions. Donc, je passe au vote. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Voilà. Je vous remercie.
sortie de l'inventaire des biens renouvelables, Carole, Oui. des Finances. Pour finir, comme régulièrement on demande au conseil municipal de délibérer pour sortir de l'inventaire des biens renouvelables qui sont de plus de 5 ans. Là, ce qui nous concerne, c'est de sortir les biens renouvelables que nous avons acquis avant le 1er janvier 2019. Donc il s'agit de petits matériaux style tronçonneuse ou de souffleuse, agrafeuse. Non, je rigole. C'est vraiment du petit matériel qui a une plus moindre valeur et il faut régulièrement que l'on transmette à la trésorerie d'Alliange tout le petit matériel qui est déjà amorti sur 5 ans. Voilà. Donc on aura cette petite liste qu'il faudra que l'on transmette. C'est pas une opération budgétaire, mais c'est juste un acte à transmettre à la trésorerie d'Alliange. Voilà. Si tout le monde est d'accord pour cela, si quelqu'un s'oppose peut-être à cette écriture ou s'abstient, voilà, donc on le vote et on aura de nouveau d'ici quelques mois cette même opération à refaire tous les ans sur le matériel amorti. Oui, c'est une opération purement comptable. Tout à fait. Ok, merci Carole, merci Frédéric.